Bonjour à tous, bonjour à toutes. À la recherche du gouvernement perdu, cela pourrait être le titre d'une chronique politique. Nous ne sommes pas encore totalement déconfinés, que la valse des négociations pour former un gouvernement a déjà repris. Malgré l'importance de la crise sanitaire que nous venons de connaître et qui n'est toujours pas terminée, malgré l'ampleur de la crise économique qui ne fait que commencer, malgré l'urgence de répondre aux défis du réchauffement climatique, à la réalité du vieillissement de la population, à la montée du populisme et des tensions sociales, la Belgique semble être devenue ingouvernable. Alors, je ne sais pas si notre lasagne institutionnelle est composée de viande de cheval avariée, mais elle reste sur l'estomac de beaucoup d'entre nous. Faut-il dès lors être nostalgique de la Belgique unitaire de papa? Faut-il plutôt imaginer une nouvelle Belgique? Celle-ci devrait-elle être confédérale? Faut-il plutôt refédéraliser certaines compétences? Cette Belgique devrait-elle être basée sur les communautés ou sur les régions? On en parle aujourd'hui dans notre 12e débat confiné. On approfondira aussi notamment une proposition qui revient à plusieurs reprises sur notre plateforme participative www.ilferabeaudemain.team, la création d'une circonscription fédérale permettant aux électeurs de voter aussi bien pour un candidat francophone que pour un candidat flamand. Cette proposition peut-elle renforcer la cohésion entre les communautés? Peut-elle permettre que les élus aient des comptes à rendre à l'ensemble des citoyens et plus seulement aux seuls candidats de leur communauté, aux seuls électeurs de leur communauté? Est-ce que cela pourrait débloquer notre pays? J'en profite d'ailleurs pour inviter chacun d'entre vous à vous rendre sur cette plateforme, donc www.ilferabeaudemain.team, et à y déposer vos propositions ou à réagir à celles des autres. La première phase de notre processus se termine à la fin du mois. Allez-y donc sans plus attendre pour que nous puissions prendre en compte votre avis. Mais pour revenir au débat d'aujourd'hui, notre panel sera composé de Philippe Van Parijs, qui est philosophe à l'Université de Louvain et un des promoteurs de l'idée de circonscription fédérale. Bonjour Philippe. Bonjour. Nous avons également avec nous Anne-Emmanuelle Bourgault, qui est constitutionnaliste à l'Université de Mons et qui a notamment plaidé récemment pour une réforme de l'État citoyenne. Elle aura certainement l'occasion de nous expliquer ce qu'elle entend par là. Bonjour Anne-Emmanuelle. Anne-Emmanuelle qui a des petits problèmes de connexion. On va voir, j'espère que ça va aller. Je n'ai pas entendu. Voilà. Parfait. Et nous avons également avec nous Dave Sinardet, professeur à la VUB à l'Université de Saint-Louis et qui est probablement l'un des meilleurs observateurs de la politique belge des deux côtés de la frontière linguistique, ce qui est quand même rare d'avoir quelqu'un qui a une telle expertise tant du côté francophone que du côté néerlandophone, d'ailleurs ce qui n'est pas sans lien avec le débat du jour. Bonjour Dave. Bonjour. Et enfin, nous avons avec nous Catherine Ardet, qui est politologue également et qui est à l'Université Concordia de Montréal, même s'il est à Bruxelles pour le moment et qui va peut-être nous offrir une perspective internationale sur la réalité belge. Bonjour Catherine. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, bonjour encore à tous et à toutes. Aujourd'hui, c'est Damien qui vous lit et qui suit vos commentaires sur notre page Facebook. Il relayera ses commentaires à une ou deux reprises durant le débat pour permettre à nos experts de vous répondre. Alors, bonjour Damien. Bonjour à tous, n'oubliez pas de partager aussi pour que d'autres personnes puissent nous suivre et vous-même de poser vos questions, mettre vos commentaires en effet, et je me chargerai de les relayer. Merci Damien. Alors je vous propose de commencer sans plus attendre. Ben, avec toi par exemple, Dave. On entend souvent par De Wever notamment qui nous dit qu'il y a deux démocraties en Belgique, une francophone et une néerlandophone. Est-ce que c'est un constat que tu partages? Il faut d'abord savoir ce qu'il veut dire exactement avec cela, parce que ce terme de deux démocraties est parfois utilisé dans des significations différentes. Une des significations est notamment utilisée par la NVA a quand même aussi à voir avec le fait que les visions politiques du Nord et du Sud seraient fortement différentes, que c'est aussi deux paysages politiques fortement différents. Une autre interprétation liée, mais quand même différente, c'est que voilà, il y a des sphères publiques séparées, il y a des médias séparés, il y a deux sociétés vraiment séparées. Et donc il y a un lien, mais c'est quand même, il faut distinguer les deux de façon analytique. Bon, revenons au premier constat. Quand on regarde les résultats électoraux du Nord et du Sud, c'est vrai qu'on voit qu'il y a quand même des différences dans le paysage politique assez importantes.
Maintenant, ce qui est intéressant et assez frappant et même surprenant, c'est que quand on regarde des études d'opinion publique, on voit que les positions, les valeurs, les points de vue des Flamands et des Wallons sont beaucoup moins différents que ce qu'on pourrait croire quand on regarde leur comportement électoral. Donc, par exemple, tant pour les élections de 2014 que pour les élections de 2019, on a en fait une étude dans laquelle on a pris un échantillon représentatif de Flamands et de Wallons et on leur a laissé répondre à toutes les positions du fameux test électoral, STEM test, VRT, RTBF. Donc, c'est une trentaine de questions liées à toutes les politiques qui sont traitées au niveau fédéral, donc que ce soit immigration, que ce soit sécurité, économie, climat, etc. Et en fait, les différences nord-sud étaient fortement limitées. Donc, dans la plupart des cas, les majorités étaient les mêmes nord-sud. Mais donc, ce n'est pas tellement une différence d'aspiration politique. C'est plutôt alors le fait que les espaces médiatiques et politiques sont fort fermés qui pourrait justifier l'idée qu'il y ait deux démocraties? Oui, plutôt, oui. Mais pour juste terminer sur le premier constat, c'est quand même assez frappant. C'est aussi très intéressant pour un politologue de se demander, tiens, comment ça se fait que le résultat électoral, finalement, est quand même fortement différent, même si les opinions ne le sont pas beaucoup moins. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Deuxième constat, effectivement, l'existence, moi, je parlerais plutôt alors de deux sphères publiques, selon le concept aussi de Habermas. C'est vrai que sur ce point-là, on peut être assez d'accord. C'est vrai qu'il y a largement deux sphères publiques, ce qui a à voir aussi avec le système médiatique qui est scindé sur base linguistique. Il y a très peu de médias vraiment nationaux. Maintenant, la question, et bon, ça c'est plutôt une question pour la théorie démocratique, est-ce qu'il faut nécessairement avoir une sphère publique pour avoir aussi une démocratie? En fait, Habermas dirait plus ou moins quand même que oui. C'est lui aussi qui dit, en fait, l'Europe ne peut pas être démocratique s'il n'y a pas une vraie sphère publique européenne. En même temps, ce concept de sphère publique a été conçu quand même dans l'époque où l'État-nation était vraiment l'organisation démocratique la plus, qu'on voyait le plus. Entre-temps, il y a eu la globalisation, il y a eu l'européanisation, et donc on peut aussi se demander s'il ne faut pas revoir cette théorie, et s'il ne faut pas peut-être aussi un peu scinder le concept de sphère publique du concept de démocratie. En tout cas, le concept de sphère publique comme il a été conçu pour le cadre de l'État-nation. Okay. Catherine, ces difficultés pour un État fédéral d'éviter d'avoir une multiplication des espaces publics, c'est quelque chose qu'on peut également observer dans d'autres pays, peut-être au Canada, ou c'est vraiment une spécificité belge d'avoir à ce point un faible espace public unique au niveau de l'ensemble de la fédération? C'est une bonne question parce que c'est sûr que tout système fédéral repose sur une décentralisation, puis sur effectivement l'idée qu'il y a des entités fédérées qui vont pouvoir se gérer elles-mêmes, puis qu'il y aura leurs propres élites, leurs propres décisions, leurs propres politiques. Ce qui est très frappant dans le cas belge, et c'est quelque chose dont on va parler, mais c'est effectivement comment est-ce que ces élites se parlent, puis est-ce que ces élites se parlent encore, et ce qui a fort évolué parce qu'on vient d'un État unitaire qui s'est transformé en État fédéral, parce qu'on est vraiment dans une logique centrifuge. Ça a été accentué le fait qu'effectivement les gens se sont de moins en moins parlé. Donc, pour rebondir ce que disait Dave, ce qui change vraiment, c'est la question des acteurs, puis plutôt de l'offre politique. Et au niveau de l'offre politique, la grande différence qu'il y a en Belgique par rapport à d'autres États fédéraux, c'est par rapport aux partis politiques et le fait qu'il n'y ait pas de partis politiques nationaux. Alors, c'est quelque chose dont on parle à chaque fois, mais c'est vraiment une différence frappante. C'est le fait que il y a des partis flamands, du côté flamand, du côté francophone, mais il n'y a aucun parti qui agit en tant que coupole. Et de nouveau, c'est lié à l'histoire de la Belgique, au fait qu'il y avait des partis traditionnels qui existaient au niveau de l'échelle de tout le pays, mais que eux aussi se sont scindés, qu'ils ont coupé de plus en plus les ponts
même si on pourra avoir peut-être des Oui, évolutions, oui. mais moins de ponts, moins de dialogue, et même des partis qui n'existent maintenant plus d'un côté et de l'autre. Donc le fait de comment on vote, le fait du système de partis, c'est-à-dire de l'organisation de la compétition partisane, des rapports de pouvoir entre ces partis, ça c'est vraiment une différence centrale quand on regarde la Belgique par rapport à d'autres fédérations. Donc c'est une question d'organisation aussi. C'est lié aux dynamiques qui existaient, c'est des asymétries, c'est des organisations. Ça vient de l'histoire de la Belgique, ça a été provoqué par des divisions qui étaient déjà présentes, mais notre organisation en Belgique aujourd'hui, l'État fédéral accentue aussi ces divisions, notamment au niveau des acteurs. Ok, mais donc on pourrait revenir à la fois sur Oui, cette idée voilà. de savoir est-ce qu'on s'est changé les dynamiques, hein, puisque comme tu le mets en avant, la manière dont est construit notre système institutionnel semble favoriser cette bipolarisation. Alors, et aussi cette idée de partis, parce que de partis fédéraux, parce qu'on voit réapparaître quand même, c'est surprenant, ces derniers temps, le SPA annonce qu'il va aller s'installer au boulevard de l'Empereur, donc au siège du Parti socialiste. On a eu une sortie commune des présidents du MR et du VLD. La famille verte, elle fait un groupe unique. On parle d'une tripartite classique qui a été mise sur la table, basée sur les 3 familles traditionnelles. Donc, il y a quand même des choses qu'on n'avait plus l'habitude de voir en termes de rapprochement et de dialogue entre les partis. C'est quelque chose qui méritera d'être approfondi. Mais autre chose, pour d'abord donner la parole à Emmanuel, ce qui frappe, c'est à la fois donc ces espaces publics qui semblent s'être refermés assez fortement les uns sur les autres, avec ces systèmes de partis de plus en plus autonomes. Mais par contre, en termes de répartition des compétences, et c'est une des autres difficultés qu'on pointe souvent, et notamment, on l'a vu avec les 8 ou 9, ça dépend comment on compte, ministres de la Santé, là, on a au contraire une imbrication des compétences dans la manière dont notre fédéralisme est construit. C'est un autre point qui est mis souvent, cette lasagne institutionnelle, comme étant une des sources de dysfonctionnement. Pour une constitutionnaliste, c'est aussi un problème principal. Il faut d'abord mettre le micro. Remettre son micro, Emmanuel. Ça aide de mettre le micro comme pour faire fonctionner le fédéralisme d'ailleurs. Mais donc oui, ça, la lasagne institutionnelle, c'est une question piège évidemment pour une constitutionnaliste belge parce qu'évidemment nous, la lasagne institutionnelle, c'est un peu notre core business. Et donc c'est pas moi qui vais vous contredire parce que chaque année, de plus en plus, d'ailleurs, je constate que vous voyez transmettre le modèle institutionnel belge aux jeunes de 20 ans. Alors là, vraiment, franchement, c'est vraiment difficile et je peux vous dire que moi, j'y mets de l'énergie. Et donc, c'est une des données dont moi, je suis friande, et dont on ne parle pas assez, c'est que la complexité institutionnelle belge a un coût, évidemment, sur l'adhésion au modèle et aussi sur son fonctionnement, d'ailleurs, parce que si on admet que pour qu'un système fonctionne bien, il faut que chacun le comprenne, on admet aussi que la complexité institutionnelle a non seulement évidemment un coût sur sa visibilité, la lisibilité, l'adhésion qu'on peut avoir par rapport à lui, mais aussi sur son efficacité. Et donc, moi, je suis une de celles qui pensent notamment que après une réforme de l'État, vous voyez, à la fin d'une réforme de l'État, il faut que les négociateurs aillent expliquer ce qu'ils font aux jeunes de 20 ans. S'ils parviennent à l'expliquer, ça va. Mais s'ils parviennent pas à l'expliquer, ça ne va pas. Vous voyez, il faut à un moment donné prendre au sérieux le coût de cette complexité institutionnelle qui est certainement, au-delà du fait que les choses terriblement complexes sont pas très glamour, ça impacte directement la manière dont on l'investit, dont on le fait fonctionner. Et donc, c'est certainement une des choses qu'il faut améliorer à l'avenir et arrêter de considérer aussi, parce que ça me frappe et je vous dis, c'est un peu piège pour moi parce que c'est notre core business, cette complexité. Qu'est-ce qu'on fera, nous, les constitutionnalistes belges, si le régime se simplifie? Je vous le demande. Et, donc, okay. Il n'en demeure pas moins que cette complexité n'est pas assez prise au sérieux. On l'a souvent, si vous voulez, un peu présenté, vendu comme « Ah oui, mais la Belgique, c'est comme ça », comme une donnée intangible. Hein. Il y aurait, si vous voulez, Mannequin Piste, le roi, les gaufres, les frites et la complexité institutionnelle. Et l'équipe nationale belge de foot. L'équipe nationale, et encore, parce que quand vous demandez à des jeunes de 20 ans de la chanter… non, l'équipe nationale de foot, j'ai dit, pas sinon c'est foutu. Oui. Mais donc cette complexité institutionnelle belge, il faut la prendre au sérieux et arrêter de penser qu'on est incapable de faire mieux et qu'on ne peut pas la dépasser parce que c'est pas
une donnée accessoire. C'est aussi le problème. Bon, je retiens le critère absolu pour une réforme de l'État, c'est le fait de pouvoir aller l'expliquer à des jeunes de 20 ans. Bah, s'il faut, je veux bien relever le défi pour la loi spéciale de financement. Mais Philippe, toi, plus qu'observer, c'est proposer des solutions en général que tu as essayé de faire ces 20 dernières années, et notamment sur les problèmes que l'on vient d'identifier, que ce soit sur ce cloisonnement des espaces publics, puisque tu es un des premiers promoteurs de la circonscription fédérale, mais aussi dans un livre plus récent sur la manière dont les compétences sont réparties entre les entités. Tu as même proposé de repenser notre fédéralisme sur 4 régions. Alors, on va pouvoir approfondir ces différentes questions et ces différentes propositions, mais commençons peut-être par cette proposition de circonscription fédérale qui justement se veut une réponse à ce qui a été mis en avant notamment par Dave et Catherine, le fait que les systèmes de partis sont cloisonnés les uns sur les autres, qu'un électeur ne peut pas voter pour un candidat d'une autre communauté. Et dès lors qu'on a pu entendre des ministres dire que ils avaient des comptes à rendre qu'à leur communauté linguistique et finalement aux autres, puisque ça avait été moins important, puisqu'ils ne votaient pas pour eux. Alors, cette circonscription fédérale, c'est une solution pour la Belgique ? Alors, ma réponse à cette question est certainement oui. Évidemment, ça doit s'accompagner d'un certain nombre d'autres choses. Mais si tu me le permets, je vais faire 3 petits ajouts bibliographiques à ce qui vient d'être dit. D'abord, sur les 2 démocraties. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit tant par Dave que par Catherine là. Et alors, je mentionne, il y a un livre récent qui a été publié par un journaliste du TET sous le titre Typisch Belgisch, typiquement belge. Et alors, c'est bien illustré par d'innombrables photos et qui montre à quel point la Flandre et la Wallonie se ressemblent par une série d'habitudes, de coutumes, hein, de traditions culturelles qui les distinguent en même temps des pays voisins. Mais le prologue fait quand même une réserve. Il dit tout ceci ne vaut plus pour Bruxelles parce que Bruxelles, c'est 2/3 de citoyens qui viennent d'ailleurs que de la Belgique et donc ce qui vaut pour la Flandre et la Wallonie ne vaut plus aujourd'hui pour Bruxelles. Ça, c'est sur la première dimension des 2 démocraties. Sur l'autre, donc je suis aussi tout à fait d'accord, une démocratie, c'est d'abord une conversation. Et pour qu'il y ait conversation, il faut parvenir non seulement à s'écouter, mais aussi à se comprendre. Et pour ça, il n'est pas nécessaire sans doute d'avoir tous la même langue maternelle. Il n'est pas nécessaire non plus que chacun comprenne toutes les langues maternelles des autres, mais il faut quelque chose comme une lingua franca. Cette lingua franca était le français en Belgique jusque dans les années 60. M'a-t-on dit, tous les réunions de cabinet, au moment où les ministres se rassemblaient, tout se passait en français jusqu'à ce moment-là. Bon, ce n'est plus possible aujourd'hui et donc, effectivement, plus ça s'est développé, plus on a 2 conversations qui sont largement séparées avec très peu de personnes comme Dave qui font le pont, qui parviennent à faire le pont entre les 2. Et ça, c'est un problème structurel et spécifique à la Belgique. La 3e référence en rapport avec ce que disait Anne-Emmanuel, c'est aussi bibliographique. J'étais en Inde en août dernier et là-bas, j'ai découvert à ma stupéfaction que ils avaient entendu parler non seulement de la Belgique, mais aussi de la Flandre, de la Wallonie, de la communauté germanophone et des droits de la minorité flamande à Bruxelles. Alors je me suis dit, comment est-ce possible, quel cours de géographie ils doivent avoir, un pays minuscule d'Europe c'était à Hyderabad, un peu dans le sud de l'Inde, là. Et alors, j'ai découvert qu'il y avait un chapitre dans leur bouquin de Social Studies intitulé Democracy, an Evolving Concept et an Evolving Idea. Et alors, et là-dedans, il y avait une section sur le problème d'organiser une démocratie dans une société divisée. Et il y avait un bon exemple et un mauvais exemple. Le mauvais exemple, c'était Sri Lanka. Ils disent, on essaie d'organiser un pays divisé, ethniquement divisé, comme si c'était une nation homogène. Résultat, guerre civile. Et puis, il y avait un bon exemple, ça c'est la Belgique, Belgium. Belgium, c'était le bon exemple où ils disent, bon, c'est compliqué tous ces trucs-là, hein, il faut effectivement mettre pas mal de chapitres d'un cours de droit constitutionnel pour faire comprendre à des étudiants de 20 ans comment c'est plus compliqué. Bon, finalement, ils se débrouillent dans cette complexité. Alors, ce qui ne veut pas dire que, donc je suis très sensible à ce qu'Emmanuel vient de dire, il faut parvenir à rendre ça évidemment limpide et lisible pour les citoyens. Et donc,
il faut aller de l'avant. Et effectivement, dans mon petit bouquin désormais disponible gratuitement en PDF, l'Académie royale de Belgique l'a mis gentiment à disposition, comme les livres aujourd'hui circulent moins facilement, mais les idées doivent continuer à diffuser. Donc sur le site de l'Académie royale de Belgique, vous pouvez donc télécharger également Belgium, une utopie pour notre temps, et je fais un certain nombre de propositions, dont une qui rejoint alors les préoccupations que Catherine vient d'exposer, c'est la proposition de circonscription fédérale. Donc comme d'innombrables personnes, depuis qu'on a lancé l'idée, avec Dave d'ailleurs, il y a maintenant déjà une quinzaine d'années, comme d'innombrables personnes l'ont dit, écoutez, ceux qui veulent gouverner l'ensemble du pays, ils doivent avoir des comptes à rendre électoralement à l'ensemble du pays. Alors, c'était fait indirectement, comme on l'a bien dit, comme Catherine a bien dit, quand on avait des partis nationaux. Donc, ça veut dire que d'un côté du pays, on ne pouvait pas se mettre à faire des tas de promesses sur le dos de l'autre partie du pays, parce qu'il y avait le partenaire de l'autre côté de la frontière linguistique qui allait en subir les coups. Aujourd'hui, depuis l'affaire de Louvain, après l'affaire de Louvain, il n'y a plus ces partis nationaux. Enfin, on a le PTB maintenant, mais ça ne suffit pas. Et donc par conséquent, il y a des promesses qui sont. Mais peut-être peux-tu préciser alors exactement la circonscription, comment ça concerne un certain nombre de sièges, et tous les sièges, comment tu peux peut-être donner des détails plus précis? Donc, très brièvement, pour ne pas monopoliser la parole. Donc, dans la proposition du groupe Pavia, donc là aussi, il y a un site web qui est simplement paviagroup.be. Il y a toute une série de documents, y compris des contributions de Laurent d'ailleurs, et aussi toute une série de citations qui sont assez intéressantes quand on les retrouve. Notamment, il y a des citations très anciennes de Lachart, le nouveau président du VLD, qui est un enthousiaste partisan déjà depuis très longtemps de la circonscription fédérale. Donc, en un mot, ce qui est proposé par le groupe Pavia, donc, qui est rendu public en 2007, c'est l'idée suivante: on garde les 150 sièges à la Chambre, et 15 de ces sièges sont alloués sur une circonscription qui couvre l'ensemble du pays. Donc, il reste alors 135 sièges qui restent alloués sur les 11 circonscriptions actuelles. Et chaque citoyen a donc pour la Chambre deux votes, un vote qu'il peut allouer sur sa propre circonscription provinciale, plus Bruxelles, et un autre vote sur la circonscription fédérale. Ce qui est très important aussi, c'est qu'on peut être candidat pour la même assemblée, à savoir la Chambre, tant en même temps dans la circonscription provinciale et dans la circonscription fédérale. Et donc, le but étant que tous ceux qui veulent diriger l'ensemble du pays, donc tous les grands formats qui veulent se profiler à ce niveau-là, plutôt qu'au niveau régional, vont être candidats sur cette liste. Que ce soit des partis séparatistes ou non, ça n'a pas d'importance. Tout le monde sera là, et tout le monde devra donc adresser un discours à l'ensemble de la population, et il pourra gagner des votes, perdre des votes de partout sur la frontière linguistique, plutôt que seulement d'un seul côté. C'est la logique. Merci. Damien, tu es apparu. Est-ce que tu peux nous faire part alors des premières réactions des auditeurs qui nous suivent? Tout à fait, il y en a beaucoup de gens qui nous suivent. Bonjour à tous. N'oubliez pas de partager justement encore pour que d'autres personnes puissent nous suivre et poser leurs questions aussi. Alors peut-être avant que justement vous ne plongiez dans la discussion de la proposition qui est là sur la table, un petit tour de table du côté des citoyens. Je pense que globalement, on peut parler d'un certain ras-le-bol. José parle de la Belgique, ce pays ingouvernable. Après, ce ras-le-bol est attaché à quelque chose d'encore plus large que la circonscription fédérale. On voit des signes de rejet des partis. Beaucoup parlent aussi de la complexité, dont Anne-Emmanuel parle aussi. Alors justement, on a fait un petit sondage par rapport à la complexité, et il y a à la question de qu'est-ce que vous connaissez et comprenez le système institutionnel belge, parmi les gens qui nous regardent, 13% disent pas du tout, 33% disent un peu, 47% disent bien, et 7% disent tout à fait. Alors, est-ce que c'est la preuve peut-être que l'auditorat n'est pas représentatif de la population, ou que justement, finalement, les gens ont quand même se sont pris au jeu et comprennent bien, parce que la majorité donc, des gens disent qu'ils connaissent bien le système. C'est intéressant à voir.
Mais voilà. Donc, je le disais, le problème est plus large. Il y a beaucoup de gens aussi qui pointent le nombre de gouvernants, qui disent aussi d'arrêter les intercommunales, qui parlent de cette Belgique léthargique, Fabrice et Bernadette qui demandent à revoter. Et peut-être aussi, avant de parler de solutions, et là, il y a encore beaucoup d'autres commentaires, mais je pourrais y revenir plus tard par rapport aux solutions, comment on y arrive, etc. Mais il y a une question aussi qui ressort de Michel et qui demande quel est le coût, en fait, du fonctionnement de l'État actuel et quel serait le coût si nous n'avions pas ces régions et ces communautés. Est-ce qu'on peut chiffrer ça? Voilà. Alors, ça, c'est une question difficile, hein. Je ne sais pas si un de vous quatre, c'est pas forcément votre champ de spécialité. Est-ce qu'un de vous quatre a une idée du coût complémentaire que représente cette organisation par rapport à... Bon, en plus, c'est effectivement toujours très difficile, hein. Puis, quelqu'un... Je peux revenir là-dessus. Non, moi, je sais pas donc une spécialiste des chiffres, mais par contre, ce que je sais, c'est qu'il y a des études qui sont faites dans les deux sens, et notamment, il y a une étude qui remonte à certaines années qui chiffrait le coût aussi dès le moment de la séparation de la Belgique, parce que vous voyez, c'est ça, voilà, il y a le coût du fédéralisme qui a l'air de coûter cher, mais il y a aussi le coût éventuel de la séparation, hein, de ces politiques qui sont menées en commun sur le pays. Et alors là-dessus, moi j'ai l'impression, mais peut-être parce que je ne suis pas économiste, mais que vous voyez, c'est pas tant une question de coût, excusez-moi, mais par exemple faire des élections, ça coûte plus cher que de ne pas en faire, hein, ça, il y a pas de doute. Donc il est alors vraisemblable que en termes de coûts pour la gouvernance, que ça soit plus cher, qu'il y ait plus de ministres et plus de gouvernements que moins de gouvernements. Mais est-ce que c'est ça la question? Parce que si on dit ça, de nouveau, alors ça c'est le débat. Moi personnellement, et du côté francophone, c'est un peu rare. Je ne sais pas pourquoi. Moi je constate d'année en année, comme je dis toujours, encore avec un collègue, on se le disait, c'est terrible parce que quand on enseigne, chaque année on a un an de plus et chaque année les jeunes ont 20 ans. Donc, ça permet de mesurer le temps parcouru. Et il y a un phénomène qui est assez curieux du côté francophone, c'est que plus le temps passe, plus les jeunes sont belgicains. Vous voyez, donc c'est incroyable, ils sont belgicains. Alors, je sais pas si c'est la Belgique de papa ou de maman, mais il y a une espèce de fantasme comme ça de, franchement, ce fédéralisme, cette Belgique fédérale, c'est compliqué, c'était mieux avant, alors que par ailleurs, ils ne l'ont pas connu. Et donc, du coup, c'est pour répondre à cette question, au fond, ça coûte cher, ce fédéralisme. Oui, il est vraisemblable, sans être économiste, on peut raisonnablement supposer que quand vous avez plusieurs de gouvernements, plusieurs parlements, on pourrait faire le calcul. D'ailleurs, ça coûte plus cher que quand vous avez une assemblée. D'accord. Mais de nouveau, une fois de plus, la question, c'est est-ce qu'on veut retourner à une Belgique unitaire? Et moi, peut-être parce que je n'ai plus 20 ans, personnellement, c'est vraiment, et parce que j'ai connu la Belgique avant le fédéralisme, c'est vraiment une option, mais le débat est lancé, à laquelle je ne souscris pas, et qu'il ne faut pas penser, je crois, en des termes uniquement budgétaires. Parce qu'à l'inverse, même si on peut chiffrer, vous voyez, le coût des parlementaires ou le coût des ministres, l'idée du fédéralisme, c'est de mener des politiques plus adaptées à chacune des composantes du pays, c'est de mener des politiques qui sont plus adaptées selon à la Flandre, à Bruxelles, à la Wallonie, et donc normalement aussi plus efficace. Plus efficace. Donc c'est ça qu'il faut voir aussi. Okay. Parce Merci beaucoup. Que, de nouveau, je me répète, par exemple, okay. C'est clair que c'est moins cher de ne pas faire d'élections que de faire des élections. Donc je pense pas que okay. Donc je pense malheureusement qu'on n'aura pas l'occasion d'être beaucoup plus précis, mais je pense que l'essentiel des principes de la réponse ont été donnés. Je vais revenir du coup sur la question de la circonscription fédérale avec toi, Dave. Peut-être juste quel est dans le champ politique belge aujourd'hui, et notamment en Flandre, l'accueil par rapport à cette proposition, parce qu'elle est quand même revenue, je trouve, elle a été lancée en 2007, on l'a entendu, mais elle revient quand même assez régulièrement, je trouve, et en ce compris du côté néerlandophone. Est-ce que c'est une proposition qui, sans revenir à la Belgique unitaire, mais qui a un côté plus centripétal, à renforcer les tendances vers le centre? Est-ce que c'est quelque chose qui aurait une chance de devenir réel dans une prochaine réforme de l'État? Ton micro. Oui.
Comme Philippe y référait, hein, que tous les deux, ça fait déjà quand même assez longtemps qu'on soutient cette idée. Et donc, je me rappelle quand même qu'au début, quand on parlait de circonscriptions fédérales, à des politiques par exemple, ils vous regardaient comme ça un petit peu comme, ah oui, voilà encore un académique dans sa tour d'ivoire, un peu farfelu, qui n'a pas compris la réalité politique du terrain. Hein. C'était parfois quand même le type de réaction. Oui, c'est beau, mais vous rêvez. Bon, oui, c'est théorique, c'est académique. Entre-temps, j'ai quand même vu le débat fortement évoluer, hein, notamment ces dernières 15-20 années. Et entre-temps, il y a beaucoup d'intellectuels, de commentateurs, mais aussi quand même beaucoup de responsables politiques qui se sont prononcés en faveur de cette proposition. Hein, donc, officiellement, toujours notamment les partis libéraux et écologistes sont pour, mais aussi quand même des figures pas sans importance dans beaucoup d'autres partis, notamment les partis socialistes, mais aussi peut-être en moindre mesure, mais quand même aussi chrétiens, démocrates, notamment du côté francophone. Mais même Bart de Wever a dit qu'il était ouvert à, en tout cas, une certaine variante de la circonscription fédérale. Ça pourrait être surprenant à première vue. Bart de Wever, oui. Oui. S'il n'y a pas de quota. S'il n'y a pas de quota, et en plus, donc, Bart de Wever fait un lien entre la circonscription fédérale dont il dit que c'est une dynamique assez unitaire qu'on va essayer de renforcer. Bon, je ne suis pas nécessairement d'accord avec ça. Et donc, il lie ça aussi au mécanisme de protection de la minorité francophone, au mécanisme très, certains diront confédéraux, moi je dirais plutôt les mécanismes de la démocratie consociative en Belgique, donc la parité au sein du Conseil des ministres, la procédure de sonnette d'alarme. Il veut faire un troc. Si finalement on a une circonscription fédérale, alors bon, apparemment on est à nouveau tous belges, mais alors il faut aussi oublier toutes les parités francophones, néerlandophones, les procédures de sonnette d'alarme, de la protection de la minorité francophone, etc. Donc bon, je crois que c'est en partie, bien sûr, un positionnement stratégique, hein, puisqu'il sait que on ne va pas directement trouver une majorité du côté francophone pour se débarrasser de tous ces systèmes-là. Hein. Donc, mais bon, il y a un intérêt. Il y a un intérêt dans le champ politique pour la proposition. Oui, et ce qui est intéressant dans la réponse de De Wever, c'est qu'il ressent probablement quand même aussi qu'il peut peut-être pas simplement dire « je suis contre hein, », parce que beaucoup de gens, à nouveau dans l'opinion publique, bon, si vous dites est-ce que vous voulez la possibilité de voter aussi pour des politiques de l'autre côté de la frontière linguistique, je ne crois pas qu'il y a beaucoup de gens dans l'opinion publique qui vont dire non, ce serait un scandale, je ne veux absolument pas avoir cette possibilité, je veux d'ailleurs que personne d'autre ne l'ait pas non plus. C'est vrai que c'est difficile à expliquer pourquoi on ne donnerait pas plus de choix aux citoyens, aux électeurs pour pouvoir voter pour plus de personnes qui finalement vont quand même prendre des décisions qui vont avoir un impact sur leur vie. Ça d'ailleurs pour moi, je termine, c'est aussi un des arguments les plus importants pour la circonscription fédérale, c'est qu'il y a quand même un élément de déficit démocratique dans le système actuel. On sait que la Belgique c'est quand même largement aussi une particratie, c'est les partis qui décident. Et donc l'électeur peut voter que pour généralement la moitié des partis qui prennent des décisions parfois très Philippe, tu voulais réagir peut-être rapidement parce qu'après je retourne chez Catherine. Un petit complément là simplement, donc c'est clair que ça ne pourra jamais avoir les 2/3 dans les deux chambres que si la NVA y est favorable. Alors il y a des choses qui sont modifiées, qui ont été changées de ce côté-là. D'un côté, on a eu à un certain moment pendant la législature précédente, pendant le gouvernement Michel, que Jan Jan Bon était plus populaire en Wallonie que ne l'était Elio Di Rupo. Bon, ça fait évidemment réfléchir au potentiel électoral qu'il peut y avoir même pour la NVA de l'autre côté de la frontière linguistique. Et puis, il y a eu effectivement ce dialogue intéressant entre le seul dialogue transcommunautaire avant les élections, entre Jean-Marc Nollet et Bart de Wever, où Jean-Marc Nollet a dit « nous autres, on défend cette proposition » et Bart de Wever a dit « moi aussi, mais sous les conditions que tu viens d'indiquer ». Alors, il y a eu cette interview en février dernier de Theo Franken dans La Libre, où Theo Franken a répondu, donc au moment où on lui posait la question, pas de problème pour la circonscription fédérale, j'y serai même candidat.
mais à la condition que l'on applique le principe un homme, une voix. Pas question d'instaurer un quota avec 40% de sièges réservés aux francophones. Voilà, donc l'idée de quota, c'est pour que tout le monde comprenne, quand on parle de quota, c'est l'idée que sur les 15 sièges, il y aurait 6 sièges forcément pour les francophones et 9 sièges pour les néerlandophones, quel que soit le résultat. Pour éviter que, en l'occurrence, la majorité des électeurs peut-être flamands conduisent à une surreprésentation de la Flandre dans les 15 sièges. C'est ça. Et donc, ça, c'était la proposition du groupe Pavia qui disait on a une clé de répartition qui est déterminée par les pourcentages sortants. Alors, Frank termine en disant les Flamands remporteront la plupart des sièges de cette circonscription. Ça, il n'y a aucun problème, puisqu'il y a 59% des Belges qui habitent en Flandre, qu'ils aient plus que 50% des sièges, c'est tout à fait normal. Donc, mais si c'est 80-90%, c'est autre chose. 80-90%, mais évidemment, il y a guère de raison que ça se produise. Et depuis lors, on a aussi l'expérience maintenant, pour la première fois, la circonscription de Bruxelles séparée de la Flandre, où il y a eu des élus néerlandophones, malgré la majorité de non-néerlandophones à Bruxelles. Donc tout ça, ça a fait évoluer la situation. Joint au fait, évidemment, que la NVA se rend compte qu'à la fin du siècle, la Belgique existera encore, donc autant bien l'organiser. Enfin, donc, on ne va pas rentrer dans les détails techniques sur cette question de quotas, mais ça montre qu'il y a des variantes dans la circonscription fédérale et que peut-être parfois, quand même, l'efficacité de la mesure dépend des bons paramètres et que le diable est dans les détails. Mais Catherine, d'habitude, il y a des circonscriptions fédérales. C'est normal que dans un pays fédéral, des élus d'une communauté n'aient pas de compte à rendre aux électeurs de l'autre communauté, ou c'est quand même une bizarrerie belge? Ou en fait, c'est le problème avec les partis uniques, la question ne se posait pas vraiment. En fait, c'est ça. Bon, évidemment, il y a autant de systèmes fédéraux que de systèmes, hein, donc on ne peut pas parler de tout. Mais la question des partis uniques, quand ce dialogue se fait au niveau des partis, on n'a pas tellement besoin de circonscription fédérale, puisque comme on l'avait avant, le dialogue se fait au sein de ces choses. Par contre, il y a des États fédéraux, je pense à l'Allemagne ou quoi, qui vont mixer des principes, donc des systèmes, parce qu'on a beaucoup parlé de circonscription, c'est-à-dire le territoire sur lequel on va voter, pour qui on va voter. Donc effectivement, ça fait des silos, puisque au sein d'un territoire, on va voter pour sa circonscription. Ça nous enferme là-dessus. C'est une question de reddition de comptes aussi. Mais il y a des systèmes où les circonscriptions peuvent être différentes, voire dédoublées. C'est-à-dire, effectivement, on a des circonscriptions qui existent, qui sont délimitées, mais il y a aussi des plans nationaux. Donc, on va pouvoir voter 2 fois, si vous voulez. Vous avez 2 votes, vous votez. Comme dans la proposition de Pavia, là aussi, on vote 2 fois. Et puis, vous votez sur le deuxième. Donc, ça, il y a différents systèmes dans différents États. C'est sûr que c'est la question 1 des circonscriptions qui évolue. Et puis en Belgique, on a une évolution où c'est des circonscriptions de plus en plus petites, puisqu'on n'en a pas encore parlé, mais la réforme du Sénat a aussi fait en sorte que finalement, les circonscriptions ou les collèges qui étaient quand même plus gros et qui finalement… Mais parce que pour le Sénat, on votait sur l'ensemble de la communauté. Donc, voilà, chaque communauté vote. Donc c'était des plus grandes circonscriptions, oui. C'est ça engageait quand même un dialogue entre même des régions, parce qu'ici, on est vraiment pour avoir des élus qui sont région par région, circonscription, élus par circonscription. Donc, ça, c'est des choses qui sont super importantes. Puis, on sait en sciences politiques que la délimitation des circonscriptions, c'est un enjeu tellement important en termes de stratégie. Puis, il ne faut pas oublier ça. Derrière, il y a la stratégie des partis. Ce que je trouve difficile, puis il ne faut pas oublier, puis c'est un peu, je suis la Benjamine, la jeunette de cette discussion, donc je peux le dire, mais ce qui est un peu difficile quand on parle de circonscription fédérale, c'est que c'est une vieille proposition, puis c'est quand même ancien, ça fait longtemps qu'on en parle, et c'est parfois ça qui me fait peur, c'est que je me dis, ça fait tellement longtemps qu'on en parle, puis c'est jamais arrivé. Et donc là, c'est la question, je pense, oui. Ça ne fait pas si longtemps, 2007, c'est pas si vieux. Regardez, j'ai fait une recherche aujourd'hui, dans certains milieux, on en parlait déjà dans les années 80, 90, ça a été formalisé en 2007 et tout ça, mais c'est pas nouveau qu'on se dit, oulala, ça devient de plus en plus centrifuge, on parle plus entre nous, disparition des partis, les circonscriptions. Donc, voilà, la question, je crois qu'il y a aussi, il faut se poser, c'est qui décide qu'on met ça en place. Et moi, je crois que c'est ça qui a joué. Mais est-ce que ça peut fonctionner sans parti unitaire? Parce que s'il n'y a pas des partis unitaires, ça signifierait, prenons l'exemple des socialistes, que le PS et le SPA deviennent concurrents dans cette circonscription. Et d'un autre côté, pour les électeurs socialistes, ça veut dire qu'ils auraient à choisir. Et qu'est-ce qui ferait qu'un électeur francophone déciderait de voter, imaginons que leurs programmes sont quasi similaires, de voter pour le parti socialiste flamand ou pour Groen s'il est écologiste, plutôt que de voter pour Écolo ou le PS, etc. Donc, qu'est-ce qui finalement, est-ce que ce vote
si on doit choisir entre un parti francophone de sa couleur politique ou un parti néerlandophone de sa couleur politique, est-ce que finalement on ne va pas quand même toujours voter pour essentiellement le parti de sa communauté linguistique? Et dès lors, est-ce que ce sera efficace? C'est une bonne question et puis je pense que les partis se posent la question aussi et puis c'est ça qui leur fait peur sur certains. L'inconnu, ce qu'on ne sait pas ou ce qu'il faut prendre en compte, c'est la personnalisation politique. Puis quand Franken prend la parole et dit ça, c'est parce qu'il sait qu'il est très populaire. Donc si on continue avec un système où on vote pour des personnes ou si c'est les personnes qui sont mises en avant, c'est sûr qu'il y a peut-être des gens qui se disent « Ah, ça va être intéressant pour nous parce qu'on pourrait être populaire dans… » d'un autre côté. Il y a quand même aussi des partis qui n'ont pas de pendant, qui sont que d'un côté, donc qui espèrent peut-être attirer plus de gens et qui n'auront pas cette question. Mais la circonscription fédérale, si je comprends bien, c'est aussi l'idée de, ça peut recréer des liens justement entre ces partis, parce que finalement, comme vous le dites, si c'est la même famille, ben, ils vont devoir trouver plus qu'ils ont en commun peut-être qu'avant, même si on sait que les systèmes sont différents. Mais ça, je laisse les spécialistes en parler par rapport à ça. Dave, tu voulais réagir? Ton micro. Après 3 mois de Zoom et oui, de l'un à l'autre. De remettre le micro. Bon, non, je voulais juste rajouter que c'est pas... c'est un peu bizarre la question, je trouve, parce que il y a quand même encore quelque chose entre recréer des partis unitaires d'un côté ou n'avoir pas de circonscription fédérale. Enfin, les deux ne sont pas nécessairement liés. Non, c'était une question d'efficacité. Donc, est-ce que la proposition, l'objectif de la circonscription fédérale, qui est que des électeurs d'une communauté votent pour des candidats d'une autre communauté, en tout cas que la probabilité soit suffisamment forte pour qu'un candidat d'une autre communauté se dise « je dois tenir compte de ce que pense l'électeur de l'autre communauté. Je ne dois pas me contenter de m'adresser à ma communauté. » Est-ce que les incitants, surtout s'il n'y a que 15 sièges, est-ce que les incitants sont suffisamment forts pour que moi et les candidats flamands, par exemple, je me dise « attention, je vais prendre en compte les intérêts des francophones ». S'il se dit d'abord il n'y a que 15 sièges, et donc finalement l'impact sur le résultat électoral de mon parti va être relativement faible, et que de toute façon, en plus, dans cette circonscription fédérale, c'est essentiellement des électeurs quand même de ma communauté qui vont voter pour moi, parce que les électeurs francophones vont surtout voter pour un candidat francophone et vice-versa. Est-ce que dès lors, sans recréer la famille politique, est-ce que finalement la circonscription fédérale ne risque pas de manquer son objectif? Pas nécessairement, je crois. Ce que je peux m'imaginer, c'est qu'en tout cas, certains partis vont pas nécessairement redevenir un parti unitaire, mais vont peut-être pour les élections spécifiques fédérales et pour les sièges à distribuer dans la circonscription fédérale, former des listes uniques. Je peux m'imaginer que s'il y a une grosse circonscription fédérale, c'est assez sûr que Écolo et Groen, probablement, pour ces sièges-là, vont former une liste commune. Même chose, peut-être quand même aussi déjà pour les partis libéraux. Il y a quelques années, si on aurait pu faire une liste libérale avec en 1 Charles Michel et en 2 Maggie de Bloch, dans le temps où elle était la figure politique la plus populaire dans les 3 régions du pays, ça semble très loin maintenant, mais c'était le cas il y a juste quelques années. Bon, je crois que là, il y aurait un incitant très fort pour faire une liste commune. Et même, on voit le PS et l'SPA qui, peut-être aussi pour des raisons stratégiques aujourd'hui, parce que ça joue toujours aussi, mais quand même se rapproche aussi un peu. Quand je vois les interviews de Paul Magnette à la VRT, c'est quand même un des communicateurs politiques les plus forts, même quand on le compare avec des politiques qui ont le néerlandais comme langue maternelle. Donc ça par exemple, c'est aussi une option. Et comme le disait justement Philippe, même un parti comme la NVA, s'il se présente en Belgique francophone, il fera une liste commune avec des filles. Je ne crois pas qu'il fera une liste commune. Non, mais ça montre le problème quand même. Il y a eu une étude à un certain moment, en tout cas un sondage, où on demandait aux francophones pour quel parti flamand ils pourraient voter. Ils pourraient s'imaginer de voter. La NVA avait quand même un retour de 20%. Oui, bien sûr. C'est peut-être aussi justement une raison pour certains autres partis francophones de ne pas vouloir une circonscription fédérale. Ce qui est intéressant dans le positionnement de la NVA, c'est que c'est un peu paradoxal ou schizophrène.
Parce que bien sûr, pour soutenir une réforme électorale, pour décider s'il va soutenir une réforme électorale, un parti politique va toujours d'abord prendre sa calculette. Hein. Donc il va voir, voilà, est-ce que la réforme en question risque de me coûter des sièges ou de me rapporter des sièges, hein. C'est aussi simple que ça. Pour la NVA, électoralement, stratégiquement, ça pourrait être intéressant. Mais bien sûr, pour eux, il y a un problème plutôt philosophique, idéologique, hein, parce que ça risquerait quand même aussi de renforcer l'existence d'une sphère publique fédérale. Pour d'autres partis, c'est un peu l'inverse. Par exemple, mais c'est de toute façon un exercice très difficile. Hein. Pour les partis socialistes, idéologiquement, ce serait plutôt logique d'être pour. Mais par exemple, on sait que Johan van der Lanotte, dans le passé, n'était pas très enthousiaste, notamment parce qu'il avait peur qu'à Ostende, les francophones assez présents là risquaient de voter pour le place et plus pour lui. Hein. Donc, merci Dave. Anne-Emmanuel, avant que je retourne chez Damien, vous vouliez... Juste sur cette circonscription fédérale, moi je me posais une question, mais je n'ai pas beaucoup étudié ce dossier, mais la question que j'avais, c'est qu'on sait que, en fait, le problème avec les parlementaires, pardonnez-moi, c'est que c'est le lien entre les représentants et les représentés. Je lisais encore, vous voyez, dans l'Eurobaromètre 2019, excusez-moi, mais c'est triste à pleurer, dans les indices de confiance, donc les deux institutions qui ont le plus de confiance de la part des Belges, mais nettement, c'est l'armée et la police, et en bas de 8 parades, il y a successivement donc les parlementaires, le Parlement national, le gouvernement national et les partis politiques. Et donc, ça, cet indice de confiance, c'est terrible. Et il vient d'où, notamment? C'est que les parlementaires, pardonnez-moi, mais ont du mal quand même à recréer ce cordon ombilical avec les représentés. Et ça, pourquoi? Parce que tout est fait, excusez-moi, pour qu'ils aient plutôt leur regard braqué sur leur formation politique et leur parti politique, plutôt que sur les électeurs. Et pourquoi ça? Parce qu'on sait bien que leur place sur les listes électorales va dépendre des décisions de leur parti politique. Et du coup, dans ce cadre-là, sur la circonscription fédérale, moi je trouve ça une idée géniale, vraiment, franchement, c'est vraiment en effet important pour décliver, décloisonner, mixer, réhomogénéiser, d'avoir des élus qui seraient incarnés et représenter la nation. C'est d'ailleurs ce que la Constitution nous dit, l'article 42, c'est les élus représentent la nation et puis tout le monde a un fou rire. Mais donc, c'est important bien sûr, mais tant qu'on n'a pas résolu ça, qu'il y ait quand même ce problème qu'une fois élu, on a l'impression qu'il y a une forme de devoir d'ingratitude, ou plus exactement une indifférence par rapport aux électeurs qui ont attribué leur voix. Et ça, pourquoi? Parce que le système est fait comme ça, parce qu'après, concrètement, leurs attentes légitimes, alors, s'ils veulent poursuivre leur carrière, ce qui d'ailleurs, c'est un des débats, est-ce que ça doit être une carrière? Bien, c'est vis-à-vis de leur parti politique qu'ils doivent se tourner. Du coup, cette circonscription fédérale, ce serait super, mais il faut aussi changer ça parce que sinon, les élus de cette circonscription fédérale, ils vont aussi se tourner vers leur parti politique au moment de voter dans les assemblées, de suivre les consignes des partis politiques, au moment du choix de savoir s'ils sont candidats ou pas candidats. Et justement, pour faire référence à une des études dont Dave est le co-auteur, c'était vraiment intéressant, et ça en plein dans le débat, c'est qu'on se rend compte, c'est eux qui ont établi ces chiffres, Dave Sinardet et d'autres, et des collègues à lui, montrant qu'en effet, les élus de la 6e réforme, qui ont voté la 6e réforme de l'État, et Dave en parlait tout à l'heure, non seulement les communautés, les gens, vous et moi, on n'est pas si éloignés les uns les autres, mais les élus ne sont pas si éloignés les uns les autres. C'est incroyable, ça. Et donc, qu'en fait, beaucoup d'élus qui ont voté la 6e réforme de l'État, bah, au fond, quand on les interroge après, c'est compliqué. Et ça, pourquoi? Mais parce que ils ont obéi à des consignes de parti. Alors moi, je suis pas angélique, hein. Je dis pas qu'il faut jamais de consignes de parti, parce qu'en Belgique, même quand il y a des consignes de parti, ça fonctionne pas bien. J'ose pas imaginer. S'il n'y avait pas du tout de consignes de parti, à un moment donné, c'est normal aussi de s'organiser en groupe. Après, la question, me semble-t-il, c'est comment renouer le lien entre électeurs et élus, parce que la proposition de la circonscription fédérale, elle est glamour, elle a la pêche. Si on résout cette question, si une fois qu'ils sont élus, ces élus peuvent en effet représenter une voix nationale, on a presque peur de le dire quand on le dit, tellement que c'est passé de mode, une voix commune, une voix fédérale. S'ils sont encore, si vous voulez, harnachés
à leur parti politique d'origine, qu'il soit finalement unitaire ou non. Vous voyez que ça soit l'élu du PS ou l'élu commun d'un PSSPA refondé, de toute façon, j'ai envie de dire, c'est pas ça la question, parce que s'ils sont un peu comme une montgolfière, vous voyez, ils parviennent pas à larguer les amarres et à pouvoir incarner cette voie-là, bah, au fond, cette circonscription fédérale, symboliquement sera important, théoriquement sera important, mais on va retomber dans les mêmes déceptions, désillusions, et finalement, bah, cette nacelle, pouf, elle va retomber sur le sol sans avoir réussi à s'envoler. Justement, réconcilier les citoyens et le politique, trouver le moyen pour un parti politique de renouer le lien avec la société civile, c'est vraiment une des ambitions du mouvement Il fera beau demain et du processus qu'on a lancé et à travers lequel vous participez grâce à ce débat. Merci à vous. Damien, d'ailleurs, je reviens vers toi puisque tu es le relais citoyen du jour. Donc, que nous disent les internautes ? Justement, on s'y attelle. Alors, il y a encore beaucoup de réactions et nous avons posé un deuxième petit sondage qui est « Faut-il une circonscription fédérale ?» Et 66% des gens disent oui, 7% disent non et 28% des gens disent « je ne sais pas ». Mais donc, sur le fond, de savoir une circonscription fédérale, ça semble être une bonne idée. Après, j'ai vu que vous avez dérivé dans les débats de la question de savoir si c'est bien en termes absolus à si c'est faisable parce que tel et tel parti a peut-être un intérêt ou pas. Et ça, c'est justement une question que beaucoup de gens posent ou sur lequel ils mettent le doigt, c'est de dire la question de qui a à y gagner et qui a à y perdre. Et comme les politiciens finalement auront soit à y gagner, soit à y perdre selon les calculs qu'ils feraient, il y a aussi la question de savoir, mais tiens, comment est-ce qu'on pourrait définir la nouvelle solution, que ce soit la solution de la circonscription fédérale ou une alternative, et je pense qu'on va aussi parler d'alternatives plus tard dans le débat. Et est-ce qu'une manière finalement de justement réformer ne serait pas de le faire avec des gens tirés au sort pour réécrire une nouvelle constitution qui serait ensuite validée par un référendum? Ça, c'est une proposition d'Arnaud à double majorité, dit-il même, sur l'exemple de ce qui s'est fait en Islande ou alors encore ailleurs. Comment donc vu qui a à y gagner et qui a à y perdre, comment est-ce qu'on peut finalement en fait définir la bonne solution? Catherine, tu as une réponse à nous proposer à cette question difficile. Je ne sais pas si j'ai une réponse, mais j'ai des exemples parce que je suis rattachée à l'Université Concordia au Canada, donc au Québec même. Et au Québec, ils ont la discussion pour l'instant d'un changement de mode de scrutin. Ils sont dans un système majoritaire et ça fait des années qu'ils discutent de la possibilité d'introduire du proportionnel. Parce que là, on a beaucoup parlé d'organisation. Chez nous, c'est du proportionnel. Chez nous, c'est du proportionnel. Et donc, ça, c'est aussi super intéressant parfois de voir dans d'autres pays comment les débats se sont passés. Et en fait, de manière générale, quand on regarde les réformes de comment on vote, de comment c'est organisé, c'est toujours difficile. C'est toujours difficile parce qu'il y a des gatekeepers, notamment les partis politiques, qui vont faire des calculs, qui vont essayer de voir s'ils y gagnent, s'ils y perdent. Et souvent, quelqu'un qui est dans l'opposition va être pour une réforme. Puis quand il arrive au pouvoir et qu'il a été porté au pouvoir par le système actuel, c'est sûr, il va y réfléchir. C'est triste, mais il va réfléchir à 2 fois avant de changer le système. Et dans ces débats, c'est vraiment aussi, il faut se rendre compte que quand il y a des systèmes majoritaires qui veulent devenir proportionnels, l'exemple qui quasiment chaque fois revient en disant non, le proportionnel, c'est pas bien, ça divise les sociétés, ça polarise, c'est regarder la Belgique. Donc, faut voir aussi comment on est vu par rapport à ça. C'est la Belgique ou Israël, justement, parce qu'on sait que ce type de scrutin, c'est vrai, a aussi pour effet de polariser. Mais juste pour répondre à la question, comment ça s'est fait ailleurs des réformes, on pourrait parler de la Nouvelle-Zélande, par exemple, qui est passée d'un type de scrutin majoritaire à proportionnel. Et ce qui est assez intéressant dans le cas de la Nouvelle-Zélande, c'est qu'en fait, ça a marché, et ça, c'est des Néo-Zélandais qui me l'ont dit, donc des collègues, ils ont dit ça a marché parce que ça a été retiré de l'emprise à un moment des partis politiques. Le parti au pouvoir a confié ça à une commission d'experts, c'était une commission royale, qui a été chargée vraiment d'examiner, d'évaluer sur 10 critères bien précis l'efficacité du système tel qu'il était et de proposer des solutions. Et pour proposer ces solutions, il y a eu un référendum pour demander aux gens, donc aux Néo-Zélandais, est-ce que vous voulez changer de système? Et si vous voulez changer de système, quel est votre système préféré? Et ensuite, il y a même eu un deuxième référendum, donc ça c'est en 92, 93, deuxième référendum, pour justement que les gens décident de leur propre système. Il y a eu aussi des panels, il y a eu des commissions d'accompagnement. Donc c'est ça qui est aussi intéressant, c'est ça qui m'intéressait, c'est qui décide de ça. Et quand je disais que la circonscription fédérale est vieille, je m'excuse, c'est pas ça que je voulais dire, mais ça fait longtemps qu'on en parle et on n'a pas encore réussi à changer les choses. C'est plutôt ça qui est interpellant aujourd'hui, c'est-à-dire que je pense qu'il y a des constats, et puis on le montre aujourd'hui, il y a des constats
sur l'inefficacité de certains aspects du système, et qu'il y a des idées pour que ça marche mieux, mais la question, c'est comment on arrive à changer ça. Et c'est vrai que la question de l'implication des citoyens, des experts aussi, en termes d'évaluation ou de la sanction après, qui décide au final qu'il faut changer. En Belgique, on est toujours avec ces 2/3 des partis de nouveau, et ils bloquent. C'est certains qui vont bloquer. Donc ça, c'est aussi je ne sais pas si c'est si certains qui vont... C'est peut-être pas évident qu'ils doivent bloquer dans la mesure où... Non, mais comme la situation actuelle donne des signaux aux partis traditionnels que leur part du gâteau se rétrécit de plus en plus. Donc, il y a un moment donné où ils doivent entendre le message et se rendre compte qu'ils peuvent peut-être plus continuer dans le même jeu. Mais soit, parce qu'il faut justement cette idée d'implication des citoyens, c'était une des idées au cœur de votre appel, Anne-Emmanuelle, à une réforme de l'État citoyenne. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Le micro. Ce que je voulais dire, c'était que, donc en fait, si vous voulez, comme on a déjà dit, moi je suis constitutionnaliste et je me rendais compte que d'une certaine manière, il y avait une forme de binarisation des savoirs. Les constitutionnalistes, ils étaient dans la bidouillerie institutionnelle, quoi, justement, voilà, les subtilités qui font qu'on est un modèle visiblement partout dans le monde, en Inde. Et par ailleurs, les politologues, les sociologues, les philosophes réfléchissaient plutôt en termes de démocratie. Et en fait, moi, j'ai justement fait des recherches et une thèse de doctorat là-dessus, sur ça, sur les aspects constitutionnels de la démocratie. Et je me suis dit, au fond, on a tendance à penser, vous voyez, les réformes de l'État, c'est le bidouillage institutionnel. Et par ailleurs, on réfléchit parfois, beaucoup, ceci dit en Belgique, hein, pour répondre à Catherine, c'est vrai ce que tu dis, parce que en fait, il y a un nombre de commissions qui réfléchissent à la démocratie. En Belgique, régulièrement, il y en a une pour le moment au Sénat, hein, il y a une commission qui se penche sur la démocratie et la possibilité de rénover la démocratie. Il y en a eu une récemment à la Chambre, il y en a eu au tournant de siècle 2000-2001, c'était une réunion très importante de la commission commune sur le renouveau démocratique Chambre-Sénat. Donc en fait, on a beaucoup de commissions qui listent des propositions et puis qui décident pas. C'est vraiment hallucinant. C'était le point, Catherine. Qui décide justement? Comment faire? Et c'était le point des citoyens. Est-ce qu'il faut créer de l'externalité alors? En fait, c'est de ça, je pense, dont il faut sortir, d'où ma proposition. C'est que visiblement, les élus n'ont pas envie de changer de beaucoup de choses. C'est cosmique. Vous savez, par exemple, dans la Constitution, il est encore écrit le montant des rémunérations des parlementaires qui était prévu au 19e siècle. Ça ne va pas, je suis désolée. Donc ça, simplement, il y a déjà eu beaucoup de scandales sur le mandat des parlementaires, pour répondre aussi d'ailleurs à la question de celui ou celle qui avait posé combien ça coûte le fédéralisme, on devrait très, très concrètement avoir accès très concrètement, publiquement, à la rémunération des parlementaires. On ferait vite le calcul, là, en 2-3 secondes, vous voyez, autant fois 150 avec la Chambre, 75 le Parlement wallon. Pourquoi on ne sait pas le faire aussi facilement? Parce qu'il y a une opacité, notamment sur les indemnités des parlementaires, et notamment la Constitution. On devrait pouvoir lire ça, mais on ne le fait pas. Et donc, si on constate que ça bloque, là, ça freine. Il y a cette espèce à la fois d'incapacité, c'est ça qui est terrible, d'incapacité à faire fonctionner le modèle, ça c'est quand même le moins qu'on puisse dire, mais tout autant cette incapacité à se réinventer. C'est manifeste. Même sur, comme on vient de le dire, une proposition qui pourrait être consensuelle, sinon consensuelle, en tout cas majoritaire, et comme ça a été dit, qui est finalement, si on demande aux gens dans la rue, et votre sondage le montre encore, ben voilà, qui serait contre avoir le choix. Okay, mais alors, quelle serait la solution? Voilà, même ça, on ne parvient pas à le faire. Et du coup, une réforme de l'État citoyenne, si vous voulez, c'est une réforme de l'État qui change et qui transforme, qui n'est pas comme les réformes de l'État classiques. On a quand même l'impression que c'est un processus endogame où en fait on met les partis politiques dans un château, en général un Val-Duchesse ou de Lambermont, et puis on les affame jusque quand il y a une solution. Et ça, je suis désolée, ça ne produit en fait, non seulement c'est pas bon pour eux, hein, pour ces négociateurs, mais c'est pas bon pour le droit qui est produit. Ça, je suis de plus en plus persuadée, parce que finalement, quand vous affamez... Et donc, la solution de l'État citoyen, elle ouvrirait le processus, justement. Vous voyez, elle ouvre la porte. Mais ce serait quoi? C'est-à-dire qu'elle soumet aux citoyens, comme ça vient d'être dit, eh bien précisément le résultat, non seulement
les citoyens seraient consultés pour le contenu de cette réforme et donc pour produire la réforme par un mécanisme de panel et de tirage au sort. Elle serait donc pendant, si vous voulez, la négociation de cette réforme, les citoyens seraient consultés, mais les citoyens seraient consultés aussi via référendum pour approuver cette réforme. Ça veut dire que les négociateurs ne seraient pas tout seuls, en fait, si vous voulez, les pauvres affamés dans la nuit dans leur château. Et cette réforme de l'État citoyenne, si vous voulez, elle serait citoyenne à la fois dans le processus, mais dans le contenu, parce qu'une fois de plus, on le voit avec la 6e réforme de l'État, ou la 5e, ou la 4e, on a l'impression qu'on fait du bidouillage. En fait, quelles sont les questions qu'on se pose à la réforme de l'État? C'est quelles compétences on prend, avec quels moyens, on les met où? C'est une vision extrêmement institutionnaliste. Ça veut dire qu'on a une conception, si vous voulez, des réformes de l'État en termes d'argent, combien ça coûte, combien on va transférer, et de compétences. Eh bien, en fait, ça, il faut changer aussi. La question qu'il faut poser, c'est quelle place ont les citoyens dans l'architecture institutionnelle et fédérale du pays, justement mettre sur la table cette complexité et mettre les citoyens au cœur de ce système, parce qu'on pourra y revenir. Justement, là-dessus aussi, sur la démocratie, c'est compliqué. Vous voyez, pour le moment, eh bien, il y a des initiatives qui sont prises au Parlement de la communauté germanophone, au Parlement bruxellois, à la COCOF, mais ça part un peu dans tous les sens parce que le cadre juridique est pas très clair. Et donc, c'est important de faire, si on veut repenser la Belgique, alors qu'on voit que quand les élus sont à la manœuvre, visiblement, c'est un peu à bout de souffle, faisons-lui du bouche à bouche en prévoyant une réforme de l'État qui se penche sur cette question, comment on aurait créé un modèle désirable dans lequel le citoyen n'est pas à part, si vous voulez, à côté, à la traîne, en essayant plus ou moins de comprendre ce qui se passe, mais pas toujours. Non, en le mettant dedans, à la fois au centre du fond de la réflexion, mais à la fois aussi au centre du processus opérationnel, en l'associant maintenant, et c'est fait beaucoup, il y a plein d'exemples, donc quand même pas les premiers, par tirage au sort et par référendum. Ok, merci beaucoup. Philippe, est-ce que justement la participation plus grande des citoyens fait partie de ta boîte outils de solutions? La réponse est oui. Alors, et justement en raison d'une des limites du système des partis. Donc, mettre les partis et un système démocratique reposant sur les partis, il ne faut pas le mettre entièrement à la poubelle. C'est très important d'avoir des partis qui essayent d'avoir des programmes relativement cohérents plutôt que des individus qui viennent chacun avec leur idée, plus ou moins populiste et défendue de manière plus ou moins démagogique. Donc, il y a des partis politiques qui essayent d'avoir des programmes, qui devraient avoir des programmes aussi pour un plus long terme, des véritables projets, et doivent arbitrer entre un certain nombre de considérations qui parfois peuvent entrer en conflit. Donc, on a besoin de partis politiques. Mais on n'a pas besoin des partis politiques, pour attribuer toute une série de postes dans des administrations, des intercommunales, etc. Là, franchement, c'est très important de couper ce cordon par rapport à toute une série de postes qui devraient être trouvés selon des critères autres que des critères d'appartenance politique. Et deux, il faut parvenir, et c'est là que je rejoins tout à fait ce qu'Emmanuel vient de dire, il faut parvenir à créer des processus de décision qui soient bien plus libérés qu'aujourd'hui de toutes les tactiques politiques, les situations stratégiques des états-majors des partis. Alors, dans mon bouquin, là, Belgium une utopie pour notre temps, donc à part la Constitution fédérale, une autre proposition que je fais va dans le sens de ce qu'Emmanuel vient de dire. C'est-à-dire, ce que je propose, c'est que pour un certain nombre de questions qui concernent le long terme, ça peut inclure des réformes de l'État, donc des réformes de partie de la Constitution, mais aussi ça peut porter sur les politiques en matière d'énergie, en matière d'immigration, en matière d'intégration, donc sur des problématiques qui concernent le long terme. Je propose que la Chambre mandate un Sénat, mais un Sénat sans sénateurs. On se passe des sénateurs actuels et on a une assemblée de citoyens tirée au sort. Ce ne sera pas une assemblée représentative de la population du pays. J'étais, comme Dave, impliqué dans le G1000 et on sait à quel point l'auto-sélection empêche toute assemblée tirée au sort d'être représentative de la population. Il a fallu 50 000 coups de téléphone pour parvenir à obtenir 714 personnes dans la salle. Et donc, il y a une énorme autosélection. Mais néanmoins, on a une population beaucoup plus diverse que ce qu'on aurait dans une assemblée élue, ou si on faisait simplement appel à des volontaires. Et surtout, on a des gens qui n'ont pas de compte à rendre à des partis politiques. Et donc, il y a cette diversité, cette absence de compte à rendre, et ils ne sont pas soumis non plus au couperet d'une élection prochaine.
Et donc, on Ce leur qui peut donne être un problème démocratiquement, le fait qu'il n'ait pas de compte à rendre. ce qui est un problème, et ce qui les empêche d'avoir le droit de prendre la décision. Alors, ce qui est très important, c'est que ce soit une assemblée délibérative qui fasse appel à tous les experts, les gens de la société civile, les organisations de terrain, les politiques eux-mêmes, pour parvenir finalement, dans un certain délai, à faire des propositions, mettons 18 mois, sur la politique énergétique future de la Belgique. Et dans ma proposition, donc c'est néanmoins une certaine, on donne aux citoyens de cette manière-là une forme de pouvoir. Dans ma proposition, si les propositions qui émergent de cette assemblée, si elles sont suivies par la majorité à la Chambre, ça suit la procédure législative habituelle. Si ce n'est pas le cas, alors c'est soumis à un référendum, qui peut avoir un système de double majorité, une majorité sur l'ensemble du pays et une majorité dans chacune de ces 4 composantes, ou dans 3 de ces 4 composantes. Donc la décision intervient, soit c'est les politiques, les représentants politiques, soit c'est l'ensemble des citoyens qui prennent. Soit c'est les élus, et donc pour moi, une assemblée tirée au sort ne peut jamais avoir le droit de décider, mais elle est très importante, comme ça a été d'ailleurs dans les expériences, dont celle mentionnée par Catherine tout à l'heure, mais aussi bien d'autres sur d'autres questions. Ça intervient pour informer ce débat public. Donc, ce qui est vraiment crucial, j'ai dit tout à l'heure, une démocratie, c'est une conversation, et une bonne démocratie, c'est une conversation intelligente, qui est nourrie de cette manière intelligente et qui est forcée à être juste et à être équitable, parce qu'on écoute tout le monde et on doit rendre des comptes à tout le monde. Et pour moi, c'est donc il faut continuer à expérimenter, comme on le fait en Ostbelgen, comme on le fait de manière plus limitée ailleurs, pour s'orienter dans cette direction-là. Alors, on chipotera, donc on fera, il faut faire des choses, on se rendra compte qu'il y a des problèmes instrumentaux. Etc. Mais il faut essayer. Dave, et parce que ces idées de panel, de tirage au sort, c'est quand même extrêmement présent du côté francophone. Du côté néerlandophone, c'est quelque chose qui a également la cote, ou il y a des innovations, des expérimentations de ce type-là. En communauté germanophone, c'est le cas en tout cas aussi, ils sont même à la pointe de ces innovations. Mais du côté flamand, c'est des idées qui vivent? Oui, c'est aussi des idées qui vivent. Je ne crois pas qu'il y a nécessairement un grand fossé nord-sud sur ces questions-là. Bien sûr, il y a certains partis importants en Flandre qui sont moins enthousiastes sur tout ce qui est démocratie participative, délibérative. Donc, notamment chez la NVA, on n'est pas vraiment très enthousiaste là-dessus. Bon, et vu que ça reste quand même le plus grand parti flamand, ça donne un certain poids. C'est indispensable même pour avoir une majorité suffisante. Et Catherine, ça, c'est aussi une vieille idée? Quelle est une vieille idée? Les panels tirés au sort, ou en tout cas une plus grande implication des citoyens dans les processus délibératifs et participatifs. C'est une vieille idée parce que ça, quand même, les citoyens et la démocratie plus directe, ça remonte à la Grèce antique. Donc là, effectivement, il faut quand même comprendre que la démocratie, c'était pas justement l'oligarchie ou quelque chose, c'était l'idée que tout un chacun pouvait un jour aller à l'agora, puis prendre la parole, puis justement être le représentant. Donc c'est vieux. Est-ce que c'est très vieux de nouveau, mais ce qui joue aujourd'hui, c'est la formalisation de ces mécanismes, mais aussi l'idée que peut-être la démocratie représentative classique, donc l'idée justement on va élire quelqu'un et puis pendant 5 ans, il se passe plus grand-chose et peut-être qu'après on rend des comptes. C'est vrai qu'on s'est rendu compte, il y a beaucoup de théories de la démocratie qui se sont dit, en fait, peut-être que c'est pas la meilleure manière. Alors, il y a des grands débats sur ces théories démocratiques entre la démocratie qui est dite justement représentative, délibérative, dont on a un peu parlé, participative. Donc, c'est sûr que c'est des choses qui évoluent, mais ça part du constat aussi. Et puis, c'est quelque chose qui a été partagé, je pense, dans les commentaires, qu'il y a une perte de confiance des citoyens dans la chose politique, dans le fait que le politique, et pas la politique, mais le politique, concourt au bien commun, puis est là pour nous aider, nous gouverner, et qu'on a besoin de ça. Puis, c'est ça qui est effectivement assez interpellant et puis qui peut faire peur aujourd'hui. D'où le fait qu'on doit penser à des nouvelles solutions, être inventif. Et oui, heureusement qu'il y a des nouvelles choses, puis heureusement qu'on reparle et qu'on continue, et que les citoyens deviennent aussi de plus en plus peut-être demandeurs. Alors, c'est pas tous, mais de nouveau, c'est une question de cadenas, c'est une question d'information, c'est une question de qui sont les joueurs qui prennent les décisions. Puis, dans les situations, elle est en Belgique actuelle, quand on voit la difficulté de juste avoir un gouvernement, la peur qu'il y a d'avoir juste des élections, puis que de donner la voix et que les gens n'arrivent plus à se parler, et puis que c'est des jeux quand même stratégiques qui sont difficiles à suivre.
c'est sûr que oui, ce sont des vieilles idées, mais là, on a besoin de nouveautés, on a besoin de se réinventer parce que ça fait plusieurs fois qu'il y a des crises gouvernementales et qu'on va droit dans le mur quand même. Ok, merci. Alors, peut-être passer au dernier volet de ce débat qu'on avait annoncé tout au début, hein, puisque une des raisons de cette perte de confiance, c'est cette perte d'efficacité de l'action publique, c'est la complexité des institutions. Et donc, est-ce que cette réforme de l'État citoyenne, est-ce qu'elle déboucherait sur une simplification de nos institutions? En tout cas, Philippe, toi, pour ta part, tu plaides pour une certaine forme de simplification en parlant d'une Belgique, alors, basée plutôt sur les régions, mais tu en comptes 4, toi. Donc, tu prônes un fédéralisme sur base des 4 régions, puisque tu ferais de la communauté germanophone une 4e région. C'est bien cela? Oui, j'ai pas entendu à qui tu posais la question. À mais toi, Philippe. À toi. C'est à moi que tu l'as. Bah, si on parle de fédéralisme à 4, c'est une de tes propositions. Donc, bon, pas à le proposer. Donc, je propose effectivement un fédéralisme simplifié. Hein, donc, on est certains des constitutionnalistes, peut-être pas Emmanuel, sont très fiers de la construction belge parce que la Belgique est unique au monde avec ces 3 communautés et ces 3 régions qui ne coïncident pas les unes avec les autres. Moi, je crois effectivement qu'il faut simplifier les choses. Qui en Belgique francophone peut nommer, ne fût-ce que qui est le ministre-président de la communauté française? Bon, hein, quel pourcentage des gens qui pourraient le nommer? Et alors comprendre. Donc, est-ce qu'ils peuvent le dire pour les autres ministres-présidents? Est-ce que c'est la communauté en particulier qui est visée ou bien c'est l'ensemble des... Je crois que pour les ministres-présidents régionaux, je crois qu'il y en a beaucoup plus qui pourraient le dire. Et donc, et là, effectivement, on a une complexité beaucoup plus grande du côté francophone que du côté néerlandophone. Donc, je crois, alors, bon, c'est pas que ça résout l'ensemble des problèmes, mais donc, moi, je crois effectivement qu'il faut avoir une vision d'avenir qui table là-dessus. Alors, pour toute une raison, il y a des raisons plus symboliques là-dedans et de limpidité, de lisibilité, mais alors il y a aussi des questions plus pragmatiques. Moi, je crois à l'importance d'avoir vraiment un ministère de la culture wallonne, qu'il doit y avoir une identité wallonne beaucoup plus forte que Mais pour bien comprendre ta proposition... C'est très bien qu'il y ait une identité flamande. Attends, là, on t'entend pas bien. On t'entend pas bien. Pardon. Donc, mais on ne t'entendait plus. Donc, peut-être demander aux autres de couper leur caméra pour qu'il y ait plus de bande chez toi. Mais donc, je voudrais, pour bien comprendre ta proposition, parce que 4 régions, ça signifie aussi 4 régions de taille extrêmement différentes. Tu peux, notamment entre la Flandre et la communauté germanophone. Est-ce que ça s'accompagne du coup de fortes refédéralisations? Parce que si ça va avec des refédéralisations, ça veut dire que les régions, même de petite taille, n'ont pas trop de compétences à jouer. Mais si au contraire, ça s'accompagne de nouvelles défédéralisations, de nouvelles régionalisations, alors, puisqu'il n'y aurait plus que des régions, ça voudrait dire que la communauté germanophone, elle aurait quoi? Elle aurait sa sécurité sociale, rien qu'à elle. Donc, comment est-ce qu'on pense cet équilibre, alors, entre cette nouvelle structure? Est-ce qu'il faut refédéraliser, du coup? Donc, c'est pas parce qu'on a 4 régions qu'on doit dire tout aux régions. Et donc, je crois à la grande importance de conserver un certain nombre de compétences tout à fait centrales au niveau fédéral. Et je crois que, puisqu'un peu de réflexion conduit donc à la nécessité impérieuse de le faire, et ça vaut certainement pour les pans principaux de la sécurité sociale et pour une bonne part de la fiscalité, mais un certain nombre d'autres choses. Donc, je ne suis pas non plus un opposant de principe à une décentralisation plus grande. Donc, certains plaident, comme Frank Van den Broek, pour une décentralisation plus grande pour les soins de santé, mais il insiste sur un plan territorial, donc que ce soit les régions qui en soient chargées et pas les communautés, tout comme il y a des pays unitaires comme le Danemark où les soins de santé sont beaucoup plus décentralisés qu'ils ne le sont chez nous. Donc il y a des possibilités dans ce sens-là. Je ne suis pas un partisan de principe à une fédéralisation plus grande, donc à une centralisation plus grande. Mais je crois qu'on a besoin d'une limpidité plus grande de nos institutions, qu'on a besoin que les autorités bruxelloises aient davantage de pouvoir sur l'enseignement obligatoire, en tout cas à Bruxelles, tout comme, et c'est ça que je disais peut-être dans la partie qui a été gommée par les problèmes techniques, que tout comme je crois qu'il est important que la Wallonie se forge une identité plus forte
notamment en ayant une prise sur une culture qui puisse être une culture wallonne. Donc moi, on a besoin, donc pour moi, l'avenir de la Belgique, c'est une Belgique qui puisse être fière de ces trois régions, de ces quatre régions, que ces quatre régions ont chacune une identité forte, chacune un régime linguistique spécifique, et que même dans mon bouquin, je plaide pour que les quatre symboles des entités régionales apparaissent sur notre drapeau régional. Ce n'est qu'à cette condition-là que je serai prêt à l'arborer sur mon balcon. Et donc, une relation féconde entre le niveau fédéral et le niveau de chacune des régions. Merci Philippe. Dave, ce débat en Flandre, peut-être te laisser remettre ta caméra, Dave. Voilà. Ce débat en Flandre est aussi très vivant, en tout cas, sur est-ce qu'il faut aller vers une 7e réforme de l'État. Donc, certains partis ont annoncé, pas tout de suite, mais en tout cas, à l'horizon 2024, il le faut. On voit aussi que le discours repart un peu dans tous les sens. Certains ont même été jusqu'à envisager des refédéralisations, même si c'est relativement ponctuel. Et si c'est dans un cadre plus large où il y aurait peut-être quand même plus de défédéralisation que de refédéralisation. Donc, on s'y perd un peu dans ces logiques-là. Et est-ce que cette logique aussi de 4 régions est quelque chose là qui peut être entendu du côté flamand, ou au contraire, ça impliquerait le renoncement à Bruxelles historique comme capitale de la Flandre. Donc, tant sur cette idée de refédéraliser, sur cette idée de 4 régions, et donc de couper le lien entre la Flandre et ce qui reste aujourd'hui sa capitale, j'imagine que ce sont des choses qui ne passent pas, en tout cas officiellement, parce que je vois Philippe donc c'est officiellement la capitale de la communauté flamande. C'est des idées qui doivent être difficiles en Flandre. Ça dépend à qui on le demande. Donc, heureusement, voilà, en Flandre, il y a beaucoup d'opinions, il y a beaucoup de diversité. Et en fait, la diversité dans les opinions sur la réforme de l'État ces dernières années est devenue plus grande. Dans le passé, chez les partis flamands, généralement, tout le monde était plus ou moins d'accord que si on fait une réforme de l'État, c'est quand même surtout pour défédéraliser encore un peu plus. Et alors, certains voulaient défédéraliser qu'un tout petit peu, d'autres beaucoup. Il y avait aussi des discussions, certains voulaient défédéraliser les soins de santé, d'autres le marché de l'emploi. Mais en tout cas, on a été d'accord au moins sur la direction de la redistribution des compétences. Depuis quelques années, c'est même plus le cas. Donc, il y a effectivement différents partis qui disent il faut quand même aussi vraiment refédéraliser un nombre de compétences. Et donc, le fossé des acharnements entre les partis néerlandophones est devenu plus grand sur... Mais quelles compétences pourraient être fédéralisées, par exemple ? On parle, les compétences qui sont souvent citées sont des compétences liées au climat et l'environnement. Bien sûr, le climat n'est pas une compétence en tant que telle, mais par exemple, la compétence de l'énergie est quand même assez importante dans le défi climatique. Donc, celle-là aussi généralement citée. Les soins de santé, notamment maintenant après la crise de Corona, il y a à nouveau aussi, mais je crois en partie à juste titre, un débat, notamment en Flandre, mais aussi en musique francophone, sur on a quand même la distribution assez problématique des compétences sur les soins de santé. Il faut peut-être encore faire l'analyse plus pointue sur la question, mais on a quand même vu ces dernières semaines dans la gestion de la crise Covid qu'il y a eu vraiment des problèmes liés à la distribution de compétences. Et donc certains qui déjà dans le passé aussi voulaient défédéraliser, comme notamment le CDNV, la NVA, continuent à le dire, mais on voit que notamment les libéraux, les Verts aussi à nouveau, les socialistes c'est moins clair, disent qu'il faudrait peut-être plutôt refédéraliser certains aspects de la... Et sur les 4 régions sur les 4 régions, là aussi, mais ça fait déjà plus longtemps que là aussi le débat a changé. Donc dans le passé, effectivement, la vision politique dominante flamande, c'était quand même qu'on était plutôt dans la logique des communautés. Oui. Et effectivement, il y avait ce lien entre Bruxelles et la Flandre qui jouait fortement là-dedans. Entre-temps, ça a fortement changé. Le parti qui reste encore le plus focalisé sur les communautés, c'est clairement le CDNV. C'est aussi une partie de la NVA, mais je crois que c'est la NVA, il y a un raisonnement stratégique qui est plutôt de dire... même idéologiquement, on reste attaché à cette idée de communauté flamande et du lien entre Flandre et Bruxelles, mais on comprend aussi que si on veut défédéraliser beaucoup plus, il faudra quand même aller plutôt dans la logique régionale, et peut-être à terme, si on veut vraiment avoir une forme d'indépendance ou des quasi-indépendances, il faudra laisser tomber Bruxelles.
Donc là aussi, on voit que le débat a fortement évolué, qu'il y a un débat fort intra-flamand, tout comme il y a un débat très fort intra-francophone, hein, qui existe déjà depuis des décennies aussi, hein, entre communautaristes et régionalistes. Donc le débat est en fait plus ouvert, et je crois que c'est aussi assez logique, hein, parce que, pour revenir à la refédéralisation, bon, après 6 réformes de l'État, je crois que c'est pas illogique de se demander, voilà, est-ce que peut-être on n'a pas, sur certains points, été trop loin, hein, peut-être sur d'autres pas encore assez, mais c'est quand même assez, sauf si on veut vraiment faire une réforme de l'État idéologique, il faut être ouvert à des redistributions de compétences dans les deux sens. Et il y a aussi un élément quand même qui joue, je crois, c'est qu'on a vu, hein, parce que bon, rapidement, parce qu'on a quasi fini, hein, Dave. Pendant 6 réformes de l'État, on a surtout défédéralisé, hein. Et donc, finalement, la logique derrière, pourquoi pas, hein, on laisse faire les Flamands leur truc, les Wallons leur truc, les Bruxellois, encore un peu les francophones, les germanophones. Bon, qui peut être contre finalement? Le seul problème, c'est que bon, la Belgique reste quand même un État assez densément peuplé. Les frontières des régions ne sont pas vraiment basées sur des logiques socio-économiques ou socio-démographiques, mais plutôt sur des logiques linguistiques, en plus il y a quelques décennies. Et donc, sur beaucoup de matières, on constate, ah oui, maintenant on a défédéralisé, donc juridiquement, les entités fédérées sont seules compétentes, mais en fait, il faut quand même penser à travailler ensemble. Par exemple, sur la taxe kilométrique, si on veut à un certain moment faire, donc les régions sont... Ok, Dave, je t'interromps parce que sinon je ne vais pas pouvoir donner la parole aux autres. Donc... C'est quand même assez important. Hein, dans le passé, on décidait sur la question dans un gouvernement national avec 4-5 partis. Maintenant, il faut toujours décider sur ce type de questions. Mais alors maintenant, avec 4 voire 5 gouvernements dans lesquels il y a 9 partis, ce n'est pas nécessairement devenu plus facile. On a bien compris le point. Damien, un dernier tour vers les internautes. Et puis, je vais chez Anne-Emmanuel. Oui. Oui. Alors, justement, donc, petit flashback par rapport à la question sur qui doit décider des réformes de l'État entre élus, mission d'experts, panel citoyen ou un mixte de l'ensemble. C'était un sondage qu'on a aussi soumis. Et il y a 60% des gens qui disent que ça doit être un mixte. Ça, c'est une petite information intéressante. Sur un autre sondage qu'on a mis, à savoir s'il faut refédéraliser ou défédéraliser, 100% des gens disent refédéraliser. Des gens qui nous suivent, en tout cas. Alors, par rapport au débat que vous venez d'avoir eu, justement, sur ce fédéralisme à 4, eh bien, plusieurs personnes relèvent en effet le fait qu'il n'y a pas de pertinence socio-économique, dont Michel, à ce fédéralisme à 4. Et Jean-Louis demande pourquoi pas imaginer un fédéralisme à 5 régions, selon une étude de Pitsaes, avec un Brabant wallon et un Brabant flamand et Bruxelles formant une région, et puis après la Wallonie divisée en 2 régions et la Flandre divisée en 2 autres régions. Comme quoi, on peut être créatif et on peut jouer avec beaucoup de différents curseurs pour trouver des solutions. Alors, on reviendra au résultat du sondage que je viens de dire. Pour trouver cette solution, comment on pourrait y parvenir? Ce sera probablement avec un mix de panels citoyens, d'élus, des commissions d'experts. En tout cas, ceux qui nous suivent, j'espère que vous serez de la partie. Merci Damien. Nous suivre et rendez-vous au prochain. Voilà, mais peut-être alors terminer avec Anne-Emmanuel et Catherine. Anne-Emmanuel, donc sur cette question de refédéralisation, on voit que c'est plébiscité du côté des internautes. Cela dit, il faut reconnaître que ce n'est pas parce qu'une compétence est fédérale qu'aujourd'hui ça fonctionne bien. Si je prends l'exemple de la justice, par exemple, je ne suis pas sûr qu'il y ait un taux de satisfaction très important des citoyens par rapport notamment à la longueur des procédures. Et est-ce que finalement, une autre approche, et ce n'est pas plutôt de donner au fédéral un rôle de coordination, un rôle de fixer des objectifs, un rôle de supériorité lorsqu'il y a des conflits, puisque comme Dave vient de le dire, lorsque les compétences sont régionales, il faut quand même davantage de coordination et de coopération. Et donc, une des autres choses qui est frappante chez nous, c'est donc cette absence de hiérarchie dans les normes. Et donc, est-ce que c'est pas peut-être par là, plutôt que de refédéraliser des compétences, c'est réaffirmer que le fédéral, à un moment donné, a un rôle d'arbitre, un rôle pour fixer des objectifs, par exemple en matière climatique, même si l'exécution après des politiques resterait au niveau des régions. Est-ce que c'est une alternative? C'est exactement ce que j'allais dire, c'est que moi je pense que c'est pas tant, la question n'est pas de savoir si ça irait tellement mieux si on refédéralise.
Après, je suis d'accord avec mes collègues sur le point de dire que ça devient suspect. Si à chaque réforme de l'État, on envisage systématiquement toujours le même sens, à savoir qu'il faut régionaliser ou communautariser, bah, c'est bien la preuve qu'en effet, il y a, alors Dave va parler de point de vue idéologique, c'est peut-être pas mal comme formule, mais c'est qu'il y a une espèce de, au fond, indépendamment de savoir si ça fonctionne ou ça fonctionne pas, hop, de toute façon, ça se va dans le même sens. Et ça, je trouve que de fait, c'est inacceptable. On doit être capable, après 6 réformes de l'État et eh bien 50 ans, en fait, un demi-siècle de fédéralisme, de tranquillement se dire, tiens, au fond, est-ce que c'est une bonne idée? Mais là, on revient aussi sur le processus et la manière. Vous voyez, c'est de nouveau la manière dont on fait les réformes de l'État, où on ne sent pas, il faut qu'il y ait un espace pour se dire, tiens, ben, peut-être qu'on s'est trompé, on fait marche arrière, personne n'aime reconnaître qu'il s'est trompé, mais c'est pour ça qu'il faut faire. Mais alors, plus substantiellement, et ça, je suis d'accord avec vous, c'est qu'indépendamment de savoir de la logique de bloc où ça va communautaire, région, fédérale, comme si c'était un grand traîtrise, il y a la question de comment. Et en effet, pour le moment, la logique en fait du fédéralisme belge, c'est répartition exclusive et absence de hiérarchie des normes. Alors, ça veut dire quoi ces termes jargonnants? Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de position de supériorité et que du coup, c'est pour ça, ça vous avez tout à fait raison, ça explique que, par exemple, à la COP21, on est incapable de venir avec une réponse commune, que on pourrait parler du RER. J'ai encore les prochaines statistiques, c'est 2029 ou 2030 pour un projet dont on parlait comme quoi il y a pire que la circonscription fédérale. Et le RER, parce que là, il faudra, alors là, on n'est même pas sûr qu'un demi-siècle plus tard, là, en fait, le jour où le RER sera fait, on volera déjà. Donc, ça, c'est aussi un bon exemple. Donc, ce à quoi il faut réfléchir, c'est en effet changer dans la manière dont on a pensé la répartition des compétences, où c'était en fait tout le monde a gagné et l'école des fans, on est tous sur le même pied. Il faut en effet trouver une autre manière de faire. Catherine en parlera certainement mieux que moi. Dans les autres États fédéraux, si ça bloque pas autant, c'est parce qu'il y a des autres manières de faire. Et à un moment donné, l'État fédéral peut reprendre la main parce que chez nous, et on est en plein dans l'actualité, la seule manière dont l'État fédéral, pour l'État fédéral de reprendre la main, on l'a vu maintenant, c'est le Covid-19. Il faudra discuter d'ailleurs juridiquement et affiner l'analyse juridique de ça. C'est quand il y a un risque de mort violente. Donc, en cas de risque de mort violente, l'État fédéral a pu reprendre la main, tout le monde était en ordre de marche et tout d'un coup, on était face à un État qui fonctionnait. Mais ça, vraiment, c'est la question. Excusez-moi, est-ce que la Belgique n'a pas un peu plus glamour et un peu plus positif et un peu plus comment dire, illuminé, illuminé dans le bon sens, illuminé pour nous faire rêver, que de fonctionner uniquement quand on est en danger de mort violente. C'est ça la question. Et donc, il faut en effet repenser, non seulement être capable de se dire, bah ça, c'était quand même peut-être pas l'idée du siècle, de le régionaliser, le communautariser. Il faut simplifier le nombre d'institutions, très certainement. Et là, je tiens en effet à rappeler que c'est pas tant du côté francophone, mais du côté flamand, que ça bloque un fédéralisme à 4 me semble une très très bonne idée. Et enfin, il faut repenser la manière dont on exerce les compétences, parce que c'est pas un projet politique valide et suffisant que de se dire que ça ne fonctionne que quand on est en danger de mort violent. Catherine, je vais te laisser le mot de la fin pour que tu puisses... tu as éteint ta... Voilà. Je vais te laisser le mot de la fin, justement, pour que tu puisses peut-être nous offrir un dernier regard, justement, en comparant les différents États fédéraux. Alors, je ne sais pas quel serait pour toi peut-être le plus important ou la proposition qui te paraîtrait clé pour remettre notre pays en ordre de marche, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est un fédéralisme à plusieurs? Effectivement, beaucoup d'États fédéraux sont composés de plus que 2 entités ou 3 entités. En Belgique, on a parlé un jour, il y avait l'idée d'un fédéralisme provincial, donc là on aurait eu 9 entités à l'époque. Est-ce que ce serait une solution? Est-ce que c'est la hiérarchie des normes? Ça aussi, dans beaucoup d'États fédéraux, l'État fédéral a une forme de hiérarchie. Donc, quel serait pour toi, de point de vue de la perspective internationale, vraiment les éléments clés sur lesquels il faudrait s'inspirer pour justement définir une nouvelle Belgique? Je pense que la première chose à se rendre compte, c'est effectivement, si on compare à d'autres États fédéraux, il y a une caractéristique dont on a parlé, c'est l'asymétrie. Puis l'asymétrie qui existe aujourd'hui en Belgique, dont certains sont très fiers, puis qui a une raison évidemment, mais entre les régions et les communautés, qui
Ça veut dire qu'il y a une double entité. Puis ça, c'est une grande question parce qu'effectivement, quand on regarde l'organisation des États fédéraux par rapport aux entités, il y a deux questions qu'on pose. Un, est-ce qu'elles sont symétriques ou asymétriques? Est-ce qu'elles ont les mêmes pouvoirs? Est-ce qu'elles sont au même niveau? Et deux, la question, c'est du nombre. Et le nombre est important parce qu'on parle de 4, de 10, de 4 plus 1. C'est très important dans les jeux de pouvoir parce que c'est une question évidemment de droit de veto, de blocage, de représentation. Et donc, le nombre d'entités qu'on va représenter, et est-ce qu'elles sont au même niveau? Est-ce qu'il y en aura 10 de même niveau? Est-ce qu'il y en aura 2, 4? Ça, c'est vraiment des questions très importantes. Il faut aussi se rendre compte qu'en Belgique, on a un fédéralisme dit très exécutif, c'est-à-dire que notre fédéralisme repose fort sur les exécutifs. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte. Ça bloque pas mal parce que toutes les instances de concertation, de coordination sont liées aux exécutifs. Or, on a des exécutifs qui sont plus les mêmes. Ça aussi, on en a moins parlé, mais c'est plus les mêmes acteurs, parfois entre les régions, parfois même de chaque côté de la frontière linguistique au sein du fédéral. Et donc ça a rendu aussi difficile le dialogue et c'est indépendamment du fédéralisme, c'est les acteurs qu'il y a dedans. Donc, si on regarde à d'autres instances, ce qui manque clairement dans l'État fédéral, c'est de la concertation, puis des instances de concertation qui fonctionnent. Et juste pour rebondir sur la crise actuelle, le Conseil national de sécurité, drôle de bête, un peu étrange, les politologues ont pris beaucoup de temps et les juristes aussi à le détailler. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, il a fallu coordonner et l'État fédéral qui a pris la main justement pour prendre les décisions, mais on a quand même voulu représenter les régions à travers un organe où c'était pas prévu à la base et donc on les a adjoints. Mais quand les régions sont arrivées et qu'elles n'étaient pas forcément d'accord ou que des partis politiques qui ne sont pas au fédéral ont critiqué les décisions du Conseil national de sécurité, ils ont dit « Ah, mais il n'y a pas de mandat politique de la part des régions ». Et donc ça montre quoi? Peu importe finalement cette drôle de bête du Conseil national de sécurité, donc on pourra encore parler, mais ça montre qu'il manque de mécanismes de concertation, de coopération, parce qu'on a un fédéralisme au départ, on a voulu faire chacun chez soi, parce qu'on avait peur des blocages, parce qu'on avait peur des relations intergouvernementales, alors que dans d'autres fédéralismes, les relations intergouvernementales sont plus fortes, via le Sénat qui représente les entités fédérées de manière plus forte, via des conférences, ça peut être des provinces et autres. Donc, c'est quand même important de voir qu'il y a des questions d'asymétrie, de coopération et de nombre qui se jouent derrière. Puis, c'est des questions vraiment super importantes si on veut redéfinir le fédéralisme de demain. Merci beaucoup, Catherine. Je retiens cette insistance sur l'idée de coopération. Je retiens que la circonscription fédérale qui a été mise sur la table peut peut-être être un des outils pour favoriser cette dimension de concertation et de coopération entre les différents acteurs. Je pense qu'on n'a pas fait le tour du débat. On a parlé quand même beaucoup de choses, mais ce sont tous des éléments qui vont pouvoir nourrir la plateforme Une fois beau demain.team et les synthèses que nous ferons de toutes les propositions que nous aurons récoltées durant cet été, nourries également par les différents débats avec des experts que nous avons pu avoir. Merci à tous. Je vous invite chacun d'entre vous à aller donc sur cette plateforme, à voter pour les propositions, peut-être à aller défendre la circonscription fédérale ou au contraire pour les 33% qui n'étaient pas forcément encore convaincus d'aller expliquer pourquoi ils ne le sont pas, quels sont leurs doutes, quelles sont leurs questions, quels sont leurs contre-arguments. Faites-le. Vous avez jusqu'au 30 juin donc pour faire vivre cette plateforme. Après, cet été, donc, comme je l'ai annoncé, on ferait les synthèses et puis on réouvrira la plateforme en septembre autour de propositions de pièces à casser, de propositions de synthèse et on relancera le débat tous ensemble jusque décembre encore autour des propositions issues du processus. Merci à tous. Là aussi, c'était une manière d'essayer d'avoir quelque chose de mixte entre le monde politique et le monde citoyen, de réinventer un petit peu la manière dont nous faisons la politique. C'est en cours, on essaye, on fait au mieux et en tout cas, on vous retrouve la semaine prochaine pour le dernier débat confiné avant l'été. Merci à tous. Au revoir.